À un moment donné, on a commencé à réfléchir au fait de revenir, au fait de rentrer au Maroc, d'essayer de dédier notre temps et notre énergie à quelque chose qui peut-être a un peu plus de sens. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à East Bookmaz au début pour 6 mois qui se sont transformés en 5 ans maintenant. Est-ce que certains te prennent pour un fou? Tu sais, on est toujours le fou de quelqu'un, hein. Nous, moi et Rita et l'équipe de l'Ecolodge, notre objectif, c'est de préparer un endroit qui soit confortable, qui soit propre, qui soit accueillant. On y mange bien. Et puis après, les choses se font entre les hôtes et les habitants de façon naturelle et c'est le mieux. Et c'est une vallée très belle qui a une énergie particulière. Il y a pas mal de choses à visiter dans la vallée, notamment des traces de dinosaures. C'est évident qu'il y a une sagesse derrière tout ça. Et donc cette sagesse-là, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Et quand ça sera le moment, ça sera le moment. Salut Younes, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Bonjour, merci de m'accueillir et puis bienvenue à toi à Itbougmez. D'ailleurs, tu peux nous situer dans quelle région est-ce qu'on est du Maroc? Ici, on est à Itbougmez, c'est dans le Haut Atlas. On est à 1h30 d'Azélel, on est à 2000 mètres d'altitude, à peu près 4 heures et quelques de Marrakech. C'est la vallée qui est connue aussi sous le nom de la vallée heureuse. Là, on va parler de ton projet, enfin de votre projet avec INA Ecolodge. On va rentrer dans les détails, tout ça. Peut-être commencer par le début. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu au Maroc, que tu es venu en famille? Tu nous racontes un peu le début? En fait, ça a démarré quand j'étais encore en France. Je suis parti après avoir ma licence ici au Maroc pour terminer mes études en France. Après, j'ai travaillé dans le monde du courtage d'assurance. Et à un moment donné, avec mon épouse, avec Rita, on a commencé à réfléchir au fait de revenir, surtout à la naissance de Rim, notre premier enfant. On a 2 enfants, Rim et Shadi, 13 et 5 ans, 6 ans. Ah, il va être fâché, je me suis trompé. Et donc, à un moment donné, on a commencé à réfléchir au fait de revenir, au fait de rentrer au Maroc, d'essayer de dédier notre temps et notre énergie à quelque chose qui peut-être a un peu plus de sens pour nous. Euh, Surtout il y a à peu près 14 ou 15 ans, je commençais un peu à être dans un état un peu à la fois de tristesse et de colère par rapport à plein de choses sur la marche du monde, et dans l'univers dans lequel j'étais en train d'évoluer, de vivre. Et donc le fait de se retrouver pris un peu dans un rythme où tu passes l'essentiel de ta journée au bureau, où tu vois tes enfants très peu, où tu attends juste le week-end et tout ça, c'est quelque chose que je partage avec énormément de personnes aujourd'hui à travers le monde qui se questionnent sur leur implication par rapport à leur travail et qu'est-ce qu'ils font de leur temps. Le Maroc me manquait aussi à ma femme, et on voulait aussi que les enfants puissent avoir une partie de leur enfance, voire toute leur enfance au Maroc, qu'ils puissent être en contact avec leur famille, les grands-parents, les oncles, les cousins, grandir un peu de façon horizontale aussi. Donc c'était un peu le départ de la démarche, et en même temps le fait de ne pas revenir pour vivre en ville et de répéter le même modèle dans lequel on était en Europe, mais essayer de trouver un endroit qui soit plus naturel, plus calme, et dans lequel on pourrait, nous, que ce soit mon épouse ou moi, nous investir dans un projet qui aura un impact positif pour nous, mais aussi pour notre entourage proche. Donc tout ça, c'était un peu à la naissance de la démarche de revenir au Maroc, de la démarche de créer la coopérative Inna Ecolodge et de nous installer aujourd'hui. C'est ce qui nous a mené en tout cas jusqu'à Eidbougmez aujourd'hui. Et toi, de base, t'es de quelle région du Maroc? Moi, je suis de Casablanca. Mon père est Haddaoui et ma mère est Mdionia. Donc, je suis vraiment du bassin de Casablancais. J'ai découvert le Haut Atlas à 14 ans, dans la région de Marrakech. Et là, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et quand on a commencé cette réflexion avec Rita du retour au Maroc, de peut-être nous installer dans un village et tout ça, je lui ai dit, écoute, moi, je garde un souvenir extraordinaire du Haut Atlas, et ça serait un endroit idéal pour nous y installer. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés ici? En fait, Aït Bougmez, on l'a découvert sur le chemin. En
fait, au début, on a posé un peu cette intention de revenir au Maroc, de faire un projet qui allie à la fois développement économique, mais aussi impact local. Et au début, vu que j'avais découvert, moi, l'Atlas à 14 ans dans la région de Marrakech, c'était plutôt dans cet endroit-là que j'avais prévu au début de m'y installer, de nous installer là-bas. Et on avait pas mal avancé avec un village dans cette région-là. Et à un moment donné, j'ai rencontré l'association We Speak Citizen via Loubna et Moulay Hicham, et ils avaient prévu de faire un voyage à Aït Bougmaz. Et quand je leur ai un peu présenté le projet, ce que je souhaitais faire, ils m'ont dit: est-ce que ça te dit de venir en observateur pour un voyage qu'on a la semaine prochaine dans un endroit qui s'appelle Aït Bougmaz? Je leur ai dit: moi je connais pas Aït Bougmaz, mais avec plaisir, j'aimerais bien venir découvrir. Et je suis venu au début avec eux pour quelques jours pour découvrir, et je trouvais la vallée extraordinaire, formidable, et puis plein de choses s'y passent. Et j'avais gardé un peu juste ça comme souvenir, en me disant que dans la région dans laquelle je souhaitais qu'on s'installe dans la région de Marrakech, de faire à peu près la même chose, ou en tout cas d'être sur la même dynamique de développement via le tourisme écologique. Et il s'est passé à peu près 1 an et demi à partir de ce moment, de cette première visite. Et dans cette première visite, j'avais visité aussi une école qui existe ici depuis à peu près 15 ans maintenant, qui s'appelle l'École Vivante, qui a été créée par Eto, une Allemande architecte d'intérieur qui est venue il y a 15 ans pour faire une étude sur l'architecture locale. Elle est tombée amoureuse de la vallée, et avec son mari, ils ont décidé de créer une école. Et l'école c'est plutôt bien développé. Et aujourd'hui, quand on a fait cette première visite, j'étais vraiment touché par la démarche de créer une école comme celle-là, un peu pionnière, où elle essaye d'utiliser aussi des techniques d'éducation positive, où il n'y a pas plus que 12, 13 élèves par classe. On fait de la permaculture, on fait de l'escalade. Donc vraiment, l'école était formidable. Et avec Rita, on avait toujours ce sujet par rapport à l'éducation des enfants. Quand on décide de changer comme ça de vie et qu'on a des enfants, le sujet de l'éducation est assez important. Et 1 an et demi après cette première visite, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo de l'école. Et je l'ai montré à Rita. Je lui ai dit: écoute, viens, je t'ai parlé il y a 1 an et demi d'une école qui existe dans la vallée d'Aït Bougmaz et qui est formidable et tout. Et donc elle avait vu la vidéo, et à la fin de la vidéo, elle m'a regardé, elle me dit: mais ce serait vraiment bien qu'on fasse un peu de bénévolat avec cette école, ne serait-ce que pour une période, pour voir aussi comment ça se passe à la montagne et tout. Et on est venu en tant que bénévole au début. Pendant 6-7 mois à peu près, on était venu pour cette période. On a rencontré la fondatrice de l'école, l'équipe et tout ça, et on s'est installé pour une première période. Et de là, ça fait maintenant 5 ans qu'on vit à Aït Bougmaz, puisque quand on est venu s'installer ici, on a rencontré un village qui était vraiment sur la même longueur d'onde de ce qu'on souhaitait faire, avec un des profs qui s'appelle Khalid et qui est aujourd'hui membre avec nous dans la coopérative d'Inna Ecolodge, et qui nous a présenté le village. Ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes dans le village, notamment Saïd, un autre membre de la coopérative, qui est un peu mon binôme aujourd'hui dans la création du lieu. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Aït Bougmaz au début pour 6 mois, qui se sont transformés en 5 ans maintenant. Et est-ce que c'est la naissance de ce projet qui a fait que, ok, ben on va s'installer définitivement au Maroc? Ouais, en fait, on est venu déjà avec l'idée du projet, les grandes lignes de ce qu'on souhaitait faire, mais on avait aussi conscience que dans des projets, dans des régions comme ça, c'est quelque chose qui s'adapte avant tout aux besoins locaux et à ce qui est possible de faire localement. Et on a monté ça avec les habitants d'Ahbek, du village en question. Et on a pris à peu près 1 an pour rencontrer tout le monde, essayer de réfléchir ensemble, voir quels sont les besoins, et pour enfin arriver à la forme finale de la coopérative Inna Ecolodge,
qui est né maintenant à Ahpek et qui porte le chantier de la construction du gîte. Ouais. Et quels étaient leurs besoins? Les besoins, il y a effectivement des premiers besoins auxquels on peut penser qui sont ceux de la création de revenus, avant tout. C'est un petit village d'une trentaine de personnes. Et le fait de créer un levier économique comme celui-là qui va employer les habitants du village, qui vont aussi participer et construire. Le chantier aujourd'hui, il est assuré par les habitants du village. Il y a aussi le besoin aussi des jeunes auxquels on a un peu, qui était un peu au cœur de cette démarche, c'est d'allier un développement économique à un développement aussi social et culturel. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je viens un peu aussi du monde du théâtre et du cinéma et je pense qu'il y a aussi un besoin d'endroits où les jeunes peuvent faire des activités culturelles, peuvent créer, peuvent avoir des initiations à l'outil informatique, aux langues étrangères, essayer d'accompagner le développement de compétences. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et l'idée derrière la coopérative, c'est qu'à la fois la locomotive économique touristique du lieu puisse permettre de faire vivre un espace culturel ouvert à la fois aux hôtes qui viennent, mais aussi et surtout aux habitants, pour que ce soit un espace dans lequel ils peuvent s'exprimer, ils peuvent faire des ateliers, ils peuvent faire des activités, où on peut recevoir aussi des personnes qui souhaitent travailler avec les jeunes et les moins jeunes du village. Donc c'est un peu les deux grands besoins sur lesquels on essaye de travailler en tout cas. Ouais. Et pour mieux s'imaginer, tu peux nous parler des spécificités de la vallée? Et on a pas mal d'images qu'on a tournées aussi. À quoi Alors, ça ressemble au niveau de la faune, la flore, tout ouais. ça? Alors la vallée, elle fait à peu près une quarantaine de kilomètres de long. Elle compte 15 000, un peu plus de 15 à 17 000 habitants. C'est une vallée qui est aujourd'hui très connue pour la culture de la pomme. Il y a beaucoup de champs de pommes et de pommiers dans la vallée. C'est aussi le point de départ pour faire l'ascension du Mgoun. La vallée d'Eitbougmez est un spot important dans le géoparc Mgoun, auquel toute la région, tout ce périmètre fait partie donc d'un géoparc. C'est un parc qui est protégé et c'est le point donc de départ, comme on a dit, du Mgoun et c'est une vallée très belle qui a une énergie particulière. Il y a pas mal de choses à visiter dans la vallée, notamment des traces de dinosaures qu'on peut visiter. Il y a des greniers collectifs qui datent de plusieurs centaines d'années, qui sont aussi très intéressants à visiter. Et c'est un endroit idéal pour le trek, pour la randonnée. On peut faire de très très belles balades, très belles marches, et c'est très calme. Je pourrais parler une demi-heure de la vallée, ça ne vaut pas une visite et un séjour pour la découvrir directement. On peut ajouter qu'il y a de la neige en hiver ici, Ouais, beaucoup. ouais, on a deux saisons ici à Isbourgmez. Il y a l'hiver et on peut dire que ça commence autour du mois de décembre et ça se termine au début du mois d'avril. Et là, la vallée change de tout au tout. Là, elle est toute verte, mais pendant cette période, c'est des nuances de marron et de blanc quand il y a de la neige. Et à partir du mois d'avril, c'est une explosion de verdure et de couleurs jusqu'au mois de décembre. C'est un long printemps. Et le climat est plutôt agréable, même quand là on est en plein été. Certes, il y a du soleil, mais dès qu'on se met à l'ombre, il y a toujours une petite brise. Le soir, il fait frais. Donc ça permet de casser cette sensation de chaleur qu'on a dans d'autres régions qui ne s'arrête pas, même quand il fait nuit. Ici, dès que le soleil il se couche, ouais, il y a une agréable fraîcheur dans toute la vallée. Ouais. Et t'es venu avec ta femme et tes enfants. Ouais. Comment est-ce que eux se sont adaptés? Comment ils vivent la situation? Rita, maintenant, elle fait partie de l'école vivante depuis maintenant 5 ans, depuis qu'on est arrivé. Elle est vraiment devenue un membre de l'équipe et c'est quelque chose qui lui tient à cœur de travailler avec les enfants.
Elle aime beaucoup travailler avec les enfants de l'école. Elle s'est vraiment découverte une vocation en matière d'éducation. Les enfants sont très contents de la possibilité des espaces qu'ils ont ici, qui était très compliqué en milieu citadin d'avoir autant d'espace, de pouvoir bouger, d'aller dans les champs, grimper dans les arbres, tout ça, c'est très agréable. Ils se sont fait aussi des copains. Et un des signes pour moi, en tout cas, d'intégration des enfants, c'est l'apprentissage de la mazir, qui, la première année, au bout de 4-5 mois, Rim parlait carrément de façon vraiment, comment elle a rapidement appris la langue avec les enfants du village. Elle s'est fait des copines. Et puis après, bien évidemment, que l'attraction de la ville, surtout quand on est une petite fille de 13 ans, elle est importante. Mais il y a des vacances, ça leur permet d'aller voir autre chose. On reçoit aussi des amis, de la famille. Donc de mon côté, j'ai l'impression qu'ils s'y plaisent, qu'ils s'y sentent bien, et ils sont heureux. Maintenant, comme tout endroit, il y a des points positifs et des points négatifs, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Ouais. Et on commence à parler de l'écologe. Mhm. Comment ça s'est structuré? Donc, tu as dit une première année pour rediscuter avec les habitants, Ouais. préparer. Première année, c'était un peu la phase un peu de découverte. À la fois, nous, qu'on puisse découvrir, mais eux aussi qu'ils puissent nous découvrir et nous connaître. Et ensuite, on a lancé les démarches administratives qui ont duré à peu près un an et demi, en passant par le Centre régional d'investissement pour obtenir toutes les autorisations. Et ça, c'était vraiment très positif parce que le fait d'avoir toutes les administrations réunies d'un coup pour une seule réunion, pour statuer sur le projet, ça fait vraiment avancer les choses. Parce que ça, c'est un des sujets pour les entrepreneurs ou en tout cas les porteurs de projets, tout le côté administratif, la lourdeur administrative et tout ça. Donc forcément, j'avais cette appréhension, cette idée au début, mais grâce à l'existence du CRI, les choses ont plutôt, le CRI devenu Mlel, les choses se sont plutôt bien passées. Ça a pris un peu de temps. Un petit mot, c'est quoi le CRI pour Oui, expliquer? c'est le Centre régional d'investissement. Et en fait, c'est un guichet unique auquel les porteurs de projets, quelle que soit leur taille, peuvent s'orienter et qui centralise un peu la grande majorité des démarches et des autorisations dont on a besoin. Ils ont très vite compris le projet. Et puis après, on a démarré le chantier de construction. Donc, pour reprendre un peu l'idée derrière Inna Ecologe, c'est que ce soit un espace dédié aux visiteurs de la vallée. C'est un gîte de montagne, c'est un écologe, construit avec des matériaux naturels, essentiellement du pisé, de la pierre de taille et du bois. Et on compte 7 chambres pour une capacité maximum de 24 personnes. Il y a 5 chambres doubles et 2 grandes chambres avec un peu plus de capacité. Et on peut dire que les chambres sont à l'écart. Ouais. Chaque chambre est Ouais, disposée sur le terrain. Ouais, l'idée, c'est que le terrain, en fait, il fait 3300 mètres. Et puis, l'idée, c'est de faire des petits bungalows. Enfin, une petite chambre avec salle d'eau qui permet aux visiteurs d'être. Ça donne un aspect un peu intime aussi, le fait de se retrouver. C'est comme si on se retrouvait seul à la montagne, en fait. Tout en étant dans un espace qui prend en charge toute la logistique, l'organisation, bien sûr, la restauration, les activités. L'idée aussi, c'est de proposer aux hôtes des ateliers, des activités tout le long de leur séjour, pour essayer un peu de sortir de l'expérience folklorique du patrimoine vers quelque chose qui prend un peu plus de temps dans la découverte. Ça veut dire que durant un séjour, au lieu par exemple de se contenter d'organiser un spectacle d'ahidous ou de bouranim, qui sont les types de musique locaux, l'idée c'est de faire un atelier autour de bouranim et un atelier autour de ahidous. Comme ça, pendant 1 heure ou 1 heure et demie, les autres, ils ont le temps de découvrir, de comprendre l'histoire de cet art, des danses, des paroles et tout ça.
de faire aussi des ateliers de cuisine, des ateliers de permaculture, de découverte ou d'initiation à la langue tifinagh et amazigh. Donc tout ça, ça vient enrichir l'expérience au sein de l'écolodge INA. Et ce qui m'a frappé positivement ici, c'est les constructions naturelles. Ouais, Parce que j'ai visité beaucoup le Maroc et je constate que même en montagne, le béton est de plus en plus présent. ouais, Ici, on voit que c'est préservé. Donc, ouais. il y a toujours ces méthodes de construction naturelle. Même là, on a vu des nouvelles maisons. Se construire. Ouais, Ouais. comment tu expliques que ça a été préservé, ce côté-là? Il y a certes un attachement et une compréhension de plus en plus importante de, de l'apport de ce genre de construction. Il y a quand même une prise de conscience, même si on est vraiment au début, les gens ont conscience que construire en pisé et en pierre de taille avec des murs de 50 cm, c'est le mieux dans des conditions climatiques comme celle-là. Quand il fait froid à l'intérieur, il fait frais. Quand il fait chaud, c'est l'inverse. Quand il fait chaud à l'intérieur, c'est frais. Et quand il fait froid à l'intérieur, il suffit d'une petite source de chaleur et ça garde. Au niveau thermique, c'est très efficace. Après, bien évidemment, il y a l'attrait quand même de plein de personnes pour le béton parce que ça fait plus moderne, ça fait une ascension sociale de construire quelque chose qui ressemble aux maisons de la ville. Mais ici à Isbougmaz, on a la chance quand même que les constructions, en grande majorité, tout ce qui est construit déjà en terre, et ce qui se construit de nouveau, il y a un peu les deux, mais ça continue quand même à exister et on espère que ça va continuer comme ça. Ouais. Ça veut dire aussi que ce savoir n'est pas perdu, comme Ouais. dans d'autres régions, par exemple. Ouais, on a la chance que ce soit à Itbougmez ou à Itbouli, et même à Itabbas, toutes les vallées autour, où il y a des artisans dont c'est le métier et qui n'ont pas arrêté de le faire. Donc du coup, il y a une maîtrise quand même de la technique et c'est ce qui nous a aussi permis d'utiliser cette même technique pour la construction de l'écolodge. Ouais. C'est la rentrée et je sais que beaucoup d'entre vous ont toujours ce projet d'installation au Maroc en tête, de venir ici faire un projet. Alors peut-être que vous avez encore certaines questions ou que vous hésitez sur certaines démarches. La nouveauté de cette rentrée, c'est que je propose maintenant des consultations téléphoniques de 30 minutes. C'est un appel privé avec moi pour poser toutes vos questions, pour faire le point sur votre situation et éviter les erreurs qui coûtent cher. Vous pouvez réserver directement en ligne, c'est le premier lien dans la description et dans les commentaires. J'étais déjà venu il y a longtemps ici, 2016-2017. Un autre truc qui m'a frappé, c'est toutes les façades des maisons qui sont bien faites, Ouais. uniformes, Ouais. avec la chaux, la terre que tu m'as expliqué. Oui, dernièrement, il y a eu une opération qui a été menée, une opération test, pour le ravalement des façades de plusieurs villages ici à Isbougmez et aussi la construction de cuisines et de toilettes pour les logements qui n'en avaient pas. Et donc, ça a permis d'avoir des façades flambantes neuves pour plusieurs villages. Et c'est vrai que ça donne un très joli aspect à ces constructions, surtout que certaines étaient un peu abîmées avec la succession des pluies, chaleur, tout ça. Donc ça les protège plutôt bien. Et comment on fait ça? C'est un mélange de terre, de chaux et de paille. Et on laisse ça maturer pendant 10-15 jours. Et après, on utilise ça comme revêtement extérieur. Et comment ont vécu ça les habitants? Ça a dû être Oui, une belle surprise. Oui, c'était un truc très positif. Moi, quand je suis venu dans la vallée, c'était le début de l'opération et les gens étaient très mobilisés, très contents de voir que leur village change d'aspect et soit un peu plus beau et un peu mieux protégé surtout. Donc oui, ce genre d'opération et on espère que les autres villages de la vallée vont aussi bénéficier de cette opération et qu'ils puissent avoir la même qualité de bâtiment. Oui. Je dirais même tous les villages des montagnes du Maroc. Oui, oui, effectivement. C'est un des besoins dans ces régions-là, c'est d'améliorer les conditions de vie en général.
Ça passe par l'habitat, ça passe par l'hygiène, ça passe par le transport, ça passe par les télécommunications. Les besoins dans ces régions sont très importants. Et c'est aussi ce qui fait de ce chantier, je pense, un chantier national dans lequel chacun peut faire quelque chose, chacun peut apporter quelque chose. Certes, il y a tout ce qui est fait au niveau de l'État et du gouvernement comme action, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut aussi que les consommateurs, les citoyens, et surtout quand je dis consommateurs, c'est à dessein parce que à travers notre consommation, à travers nos choix de consommation, on impacte des régions, on impacte des villages. Quand on décide que dans notre panier hebdomadaire de courses, il y a une partie qui va être dédiée à l'achat de produits qui sont issus de coopératives, qui viennent de l'économie solidaire, qui proposent des produits de très bonne qualité, avec des valeurs nutritives qui sont très importantes et naturelles. Ça fait partie des choses qui peuvent améliorer les conditions de vie de ces producteurs et de ces artisans. Quand on décide d'aller dans un séjour, prendre un séjour de 3, 4, 5 jours dans un des villages du Haut-Atlas, on participe aussi à améliorer les conditions de vie des habitants. Et de façon plus générale, il y a d'autres choses qu'on peut aussi faire au-delà de la consommation. Il y a énormément aujourd'hui d'associations, de structures qui font des actions. On a bien vu après le séisme de la mobilisation extraordinaire qu'on a eue. Donc oui, c'est l'amélioration des conditions. Pour résumer, l'amélioration des conditions, c'est un chantier national auquel chacun peut, à sa mesure, à sa taille, y apporter quelque chose. D'ailleurs, récemment, vous avez été vu nationalement, parce qu'il y a eu une marche aussi. Ouais. Les habitants essayent de faire bouger les choses. Ouais, effectivement, il y a eu une marche il y a quelques semaines où des habitants de la vallée se sont orientés vers le gouverneur d'Azelal. Et ça, pour expliquer les besoins dont ils souffrent, que ce soit le manque de médecins, il n'y avait pas de médecins ou très peu, il y a le fait d'être connecté, la qualité du réseau fait que ça gêne beaucoup le développement de la région. Il a besoin d'être bien connecté si on veut, comme on a dit tout à l'heure, vendre ses produits, parler de la vallée, faire connaître la vallée. Ça passe aussi par une présence sur Internet, par une présence sur les réseaux sociaux. Le fait juste, tu appelles quelqu'un de la vallée, tu arrives à l'avoir au téléphone, peut éviter que tu t'orientes vers un autre endroit, quoi. Parfois, tu rates juste un appel et voilà, il y a quelque chose qui ne se fait pas à cause de ça. La route, il y a pas mal de choses qui étaient au cœur de ces demandes. Et si j'ai bien compris, dans les jours qui ont suivi, il y a des choses qui ont été faites. Il y a un médecin qui a été nommé. Il y a le réseau les travaux pour améliorer le réseau sont en cours. Donc, il y a des choses qui ont bougé. Et ce qui était intéressant, c'est que pendant cette semaine où il y a eu la marche, on a reçu un groupe d'étudiants anglais pour un séjour ici dans la vallée, et dans lequel, durant ce séjour, ces étudiants étaient censés avoir une activité avec les habitants pour l'intérêt général du village. Et on avait choisi qu'ils participent à l'amélioration de la route et qu'ils participent aussi au chantier de construction de la mosquée du village. Et donc, c'était un peu la symbolique des deux façons, en tout cas, qu'on a de faire améliorer les choses. Il y a effectivement le fait de l'action, disons, politique ou l'action avec les administrations pour faire arriver la voix des habitants. Mais il y a aussi le fait que l'activité économique peut améliorer les choses, peut générer des revenus, peut améliorer les conditions. Donc c'est un peu les deux avancent en même temps. D'un point de vue touristique, comment se porte la région? Qu'est-ce qu'il y a comme activité ici?
Alors la région est très connue par les amoureux de la montagne depuis très longtemps. Comme je disais tout à l'heure, la vallée, c'est le point de départ pour faire le Mgoun, qui est une des plus belles montagnes de l'Atlas. C'est le deuxième sommet après celui de Topral. Ce qui fait que la vallée a connu le tourisme depuis les années 60, 70, 80. Il y avait pas mal d'agences étrangères qui travaillaient dans la vallée et qui amenaient des hôtes pour découvrir la région. C'est une région aussi dans laquelle il y a beaucoup de guides de montagne ont été formés ici à Izbugumas. C'est un haut lieu de tourisme de montagne. Et aujourd'hui, ça continue, même si il y a eu quelques années où ça a un peu stagné du fait que certaines grandes agences qui étaient en activité ici se sont un peu détournées de la vallée. Donc du coup, ça a un peu stagné, mais j'ai l'impression que la période du Covid a fait et l'intérêt de plus en plus important des Marocains pour la redécouverte et la reconnexion avec le tourisme rural, le tourisme écologique, et un intérêt chez les Marocains pour ce genre de lieu qui fait vivre un nouvel intérêt pour la vallée. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de Marocains aujourd'hui. Avant, il n'y avait quasiment pas de Marocains qui venaient à Izbugumas. Il y en avait très peu. Mais dernièrement, il y a de plus en plus de personnes qui en ont entendu parler depuis la période du confinement et depuis le Covid. Donc, ça se passe plutôt bien. C'est surtout une région qui a un potentiel extraordinaire, comme beaucoup de régions du Haut-Atlas. Et donc on espère que ça continuera et que ça s'améliorera. Magnifique région. Ouais. Ouais. Et juste pour savoir comment on accède ici, depuis Marrakech par exemple? Soit on vient en voiture, soit il y a à peu près 4h30 de route, qui est plutôt en bon état, jusqu'à Izbugumas. Sinon, il y a le transport en commun. Et donc là, on peut prendre un taxi jusqu'à Azeilal. C'est autour de 100 dirhams. Grand taxi Un collectif. grand taxi collectif. Et depuis Azeilal, on a un autre taxi jusqu'à Izbugumas. Donc d'Azeilal jusqu'à Izbugumas, on a 1h30 de taxi encore collectif. Et c'est autour de 50 dirhams. Donc de Marrakech jusqu'ici, c'est un budget de 150 dirhams en taxi collectif. Ouais. C'est ce qu'on a fait ensemble. Ouais, c'est ce qu'on a fait C'est ensemble. assez facile. Hein. Oui, il y a beaucoup de taxis. Il y a eu depuis plusieurs années quand même l'amélioration de la flotte, surtout la flotte qui fait des régions montagneuses comme celle-là. Donc les voitures sont en très bon état. Et puis, certes, la route nécessite d'être améliorée, mais elle est déjà faisable sans problème. On l'a fait ensemble. Je pense que tu as dû avoir une expérience plutôt agréable de la route, même si elle était un peu longue, quoi. Oui, c'est parfait. Tu vois des beaux paysages. Ouais, la route, c'est ce que je dis souvent aux personnes que ce soit la famille ou des amis qui vont venir dans la vallée. Je leur dis, certes, ça va être, c'est pas 1h30 ou 2 heures, c'est plus. C'est de Casablanca, c'est à peu près 6 heures, et de Marrakech, c'est 4h30. Mais la route elle-même présente un intérêt. Le fait de prendre le temps, de faire la route doucement, de s'arrêter, de profiter. On s'est arrêté à Azeilal pour découvrir le musée. Il y a le marché solidaire pour les produits de la région. Avant Azeilal, il y a une station-service qui propose des piscines. On peut vraiment s'arrêter, se rafraîchir, passer un agréable moment et continuer la route. Et si on le fait comme ça, je pense que ça passe beaucoup mieux. Ouais. On insiste un peu sur ce magnifique musée que tu m'as fait découvrir aussi, Ouais. et qui vaut la peine pour tous ceux qui se passent dans le coin. Ouais, et c'est souvent ce que j'entends, c'est quelle surprise, on s'attendait pas. On s'attendait pas à trouver un musée aussi beau à Azeilal, et il est très très bien, il est très bien fait, il est très bien pensé.
Et c'est un circuit en cercle dans lequel on découvre plusieurs espaces et ça commence du Big Bang et de la création de l'univers jusqu'aux dinosaures, jusqu'à l'être humain. On voit aussi la faune et la flore locale. Oui, c'est une très belle visite et ça permet aussi d'avoir une grille de lecture pour ce qu'on va voir dans le séjour. Comme ça, quand les enfants sont en train de jouer, ils ont en image les squelettes des dinosaures qu'ils ont vus. Tu réalises aussi à quel point le Maroc est riche d'un point de vue géologique Bah oui, et tout ce qui s'est passé ici depuis des millions d'années, ouais. c'est Rien que, incroyable. rien que le fait de savoir que toute cette région était sous l'eau, et je trouve que ça met des choses en perspective au-delà juste de l'information selon laquelle cet endroit était sous la mer. Quand tu es en route et quand tu marches ici, tu te dis mais c'est impossible. On est à 2000 mètres d'altitude, on est en hauteur. Je vois il y a des montagnes, il y a des routes, il y a des maisons. Et pourtant cet endroit était sous l'eau et c'était la mer. Et ça met en perspective le changement. Ça met en perspective le fait que rien n'est figé, que ça bouge, que si Il y avait des dinosaures. qu'il y avait des dinosaures et que si les choses sont comme ça aujourd'hui, c'est pas dit que ça reste comme ça. Tout est changement. Ouais, tout est changement. Et ça, c'est un cas concret où tu le vois, quoi. Donc, tu lèves les yeux au sommet de la montagne et tu te dis, mais même ça, c'était en dessous et c'est dingue. Donc très beau musée, on vous invite à y aller. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est un des plus beaux que j'ai vus. Mhm. Même par rapport à des musées européens, Ouais. il est très bien. Et à côté, il y a une coopérative où on peut acheter tous les produits Ouais. locaux. C'est un marché solidaire, comme comme il y en a de plus en plus dans des villes marocaines, qui est une vitrine pour les produits des régions, les produits des coopératives, soit des produits artisanaux ou des produits alimentaires. Ça vient rapprocher cette production et cette valeur qui est produite dans des régions comme ça aux consommateurs et aux citoyens. Et donc on y retrouve tous les produits, enfin beaucoup des produits de la région. On retrouve du miel, de l'huile de noix qui est extraordinaire, des tapis, des produits en bois. Ouais. Donc revenons sur les collèges. Ouais. Mais c'était intéressant d'expliquer aussi tout ce qui tourne autour. Oui, bien sûr. Peut-être, je ne sais pas commencer par son moyen de développement, c'est avec du financement participatif. Oui, en fait, quand on a démarré l'aventure d'Inna Ecologe, depuis le début, pour moi, c'est une aventure collective. C'est pour ça qu'on a choisi la forme de coopérative. Et ce n'est pas une entreprise, c'est une coopérative pour pouvoir qu'il y ait une réelle implication des habitants qui habitent autour du lieu. Et on construit avec eux, que ce soit au sens figuré comme au sens figuré et propre. Merci. L'idée, c'est qu'ils soient partie prenante. Ça, c'est par rapport au tissu local. Mais en même temps, j'ai tout à fait conscience que dans notre démarche, celle de créer un lieu comme celui-là, vivre dans la nature, créer de façon collective, c'est un rêve que nous ne sommes pas les seuls à avoir. C'est quelque chose qui se développe énormément. Il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la même démarche, qui aimeraient peut-être mettre un petit doigt dans un truc, puis après peut-être y aller de façon un peu plus impliquée. Et l'idée, c'est d'ouvrir la porte aux personnes, aux entreprises, aux structures qui partagent avec nous la même vision et qui souhaitent s'investir dans un projet comme celui-là, participer à la création d'un projet comme celui-là, de participer au financement du lieu et en contrepartie d'avoir des nuitées réservées pour ces personnes-là dans le lieu. Et on a choisi un nom pour ces personnes, qu'elles soient des personnes physiques ou morales, et on a choisi le nom des Joued. Joued qui veut dire les esprits bienveillants ou les esprits généreux. Et donc, ça peut, comme on a dit, ça peut être des personnes physiques, ça peut être des personnes morales. Et pour chaque 1000 dirhams de participation, on a une nuit par an à vie au sein de l'écologe. Et donc, il y a 30% de la capacité de la maison qu'on a mis dans ce système-là pour pouvoir garantir. Parce que souvent, quand je parle de ce système, certaines personnes ont tendance à
à le comparer au timeshare ou à dire c'est du timeshare, mais ce n'est pas du tout du timeshare puisque les 30% uniquement qui sont ouverts dans ce système nous permet de garantir à tous les participants d'utiliser leur nuitée tout le long de l'année. On ne fait pas de la surréservation, puisqu'on dispose quand même de 70% de notre capacité qu'on commercialise auprès des hôtes payants, comme n'importe quel gîte ou lieu d'accueil. Donc, en plus de ces nuitées, on plante un arbre au nom de chacun de ces jouets pour avoir un symbole de leur participation et pour avoir une trace aussi de leur participation. Comme ça, on a au bas de chaque arbre le nom de la personne qui a participé ou le logo de l'entreprise qui a participé. Et l'idée derrière, en fait, c'est de démontrer que si chacun de nous faisait un effort, si chacun de nous prenait une part dans un projet comme celui-là, ça peut faire naître des projets auxquels on croit tous. Donc, c'est un peu l'idée derrière le jouet. Et on a lancé ça depuis à peu près un peu plus d'1 an. Et les premières constructions sont nées de cet argent-là ou Oui. Ça a commencé comme ça? On a été accompagné au début par le programme El Fikra, ce qui nous a permis de démarrer l'installation, les terrassements, et ensuite on a essayé d'aller chercher aussi des financements. Il y a plein de programmes qui existent aujourd'hui pour soutenir les coopératives ou les porteurs de projets, mais c'est souvent des montants ou des aides qui ne correspondent pas à la totalité du besoin. Donc tu dois un peu aller chercher à droite, à gauche ce dont tu as besoin. Et effectivement, grâce aux premières personnes qui ont rejoint ce groupe des jouets, c'est ce qui nous a permis de construire tout ce qui a été construit et de faire ce qui a été fait. Et à titre d'exemple, il y a l'entreprise Tsfia, c'est une entreprise à Marrakech qui fait des fosses septiques filtrantes, des fosses septiques écologiques qui permettent effectivement de réutiliser les eaux usées de la maison pour l'irrigation des arbres. Et donc, ils ont participé en tant que jouets avec cette installation de la fosse septique. Et on sera très heureux le jour de l'ouverture de recevoir les équipes de Tsfia pour des séjours chaque année. Et l'idée derrière aussi, c'est ça crée un lien avec ces personnes. Au lieu qu'une personne aille construire sa propre maison dans un village, et il va y aller 10-15 jours par an, le reste du temps elle est fermée. L'idée, c'est de mutualiser un peu le lieu pour que chacun puisse y avoir un petit espace sans que ce soit un investissement énorme. J'ai des personnes, par exemple, pour un ticket de 10 000 dirhams, ils ont 10 nuits chaque année avec petit déjeuner au sein du lieu qu'ils peuvent utiliser, qu'ils peuvent offrir à d'autres personnes. Et on a même mis un système dans lequel, si la personne ne souhaite pas venir, on peut l'affecter à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des séjours. Donc on essaye un peu on est au balbutiement un peu du crowdfunding et du financement participatif au Maroc. Donc on essaye vraiment d'être très clair aussi sur le fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va ouvrir et que ça va prendre du temps et qu'on fait ça ensemble. Donc ouais. Comment tu te positionnes par rapport à ce temps qui passe et la patience? Quand tu te lances dans un projet comme celui-là, à la limite, si tu savais ce qui t'attendait, ça pourrait te décourager. Heureusement que tu ne le sais pas au départ et tu fais des projections en te disant ouais, en 2-3 ans, ça sera réglé. Et puis en avançant, tu découvres. Et puis, ce que je trouve très intéressant, moi, dans ce chemin, c'est que c'est un chemin qui t'apprend. Certes, tu es animé par une intention de créer un lieu dans lequel tu vas à la fois travailler avec d'autres personnes, mais en même temps, c'est pas parce que tu as décidé de créer ce projet ou de créer ce lieu que ça va se faire dans les conditions dans lesquelles tu pensais les faire au début. Et donc, en commençant à faire le chemin fait le projet avec toi. Et donc, il t'apprend petit à petit, ok,
ça marche. Tu veux faire ça, d'accord, mais c'est pas maintenant et c'est pas comme ça. C'est pas là, ça va être là. C'est pas avec tel constructeur, c'est avec tel constructeur. Mais souvent, tu apprends après coup. Et donc, ça fait appel effectivement à de la résilience, à de la patience. Et in fine, pas après pas, tu comprends de façon concrète que ce n'est pas toi c'est pas toi qui fais les choses. Les choses se font à travers toi. Il faut se mettre en disponibilité, se réveiller tous les matins avec l'énergie de faire les choses, mais tout en acceptant que les choses prennent le rythme qu'elles vont prendre et que c'est pas forcément parce que tu as fait ça que ça va fonctionner. Non, ça va passer par un autre chemin, ça va passer par une autre personne que celle que tu croyais au début, et ça t'apprend le lâcher prise. Ça t'apprend le lâcher prise. Tu travailles, tu continues et ça continue. Même au moment où tu crois, non mais maintenant c'est bon, j'ai compris, y a pas, je lâche. Et puis après le mental et le conditionnement revient et tu commences à faire 1 milliard de scénarios dans ta tête. Oui, mais il faut ceci, il faut cela, il faut que je trouve des sous par-ci, il faut voilà. Puis après, mais rappelle-toi que tu as dit la même chose avant et ça ne s'est pas forcément passé comme ça. Et ça s'est passé autrement. Donc accepte, travaille et détache-toi du résultat. Ça, c'est très, très important. Et il y a un truc dans le taxi que tu me parlais qui m'a touché aussi, c'est que souvent on montre les projets qui sont terminés, les réussites, les grandes réussites, Ouais. ou parfois même les échecs, mais on montre pas forcément les projets qui sont en cours. Ouais. Et là, j'ai l'impression que tu es à mi-chemin entre, voilà, l'idée elle est claire, le projet il est validé, les constructions ont démarré, mais il reste encore une petite impulsion Ouais. que nos abonnés pourront probablement aider. Donc c'est bien aussi qu'on puisse parler de ce mi-chemin Ouais. d'entrepreneur. Je suis un très grand consommateur de podcasts et c'est vrai que souvent les podcasts, et c'est très utile hein, de montrer des success stories, de montrer des personnes qui ont bravé plein de difficultés, qui se sont accrochées, qui ont fini par réussir à monter soit leur business, soit leur projet, soit leur association. Et c'est très inspirant pour les personnes qui, moi, personnellement, ça m'inspire beaucoup et je continue à regarder ça et ça m'aide de savoir qu'on n'est pas seul et que d'autres projets ont traversé les mêmes difficultés, voire plus que les nôtres. Ça permet de relativiser. Mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre des personnes, pour qui ça n'a pas marché. Voilà, il a tout fait. Le gars ou la nana, ils ont tout fait. Ils ont tout fait bien. Ils ont posé une intention, ils ont travaillé, se sont accrochés, machin. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, ça s'est pas fait. Et les personnes aussi qui sont en cours ils sont encore dans cette zone un peu grise, un peu floue, très pressurisante de savoir est-ce que je vais y arriver ou pas, est-ce que ça va voir le jour, quand, comment. Et après, je comprends que c'est peut-être pas les meilleurs peut-être scénarios ou storytelling à faire, mais je pense que c'est très utile, surtout pour les porteurs de projets qui sont en cours, de voir qu'il y a d'autres personnes à l'instant même qui sont en train aussi de galérer. Souvent que quand tu es dedans et tu vois quelqu'un qui est passé déjà du côté un peu, entre guillemets, hein, je grossis un peu le trait, du succès, ouais. Tu dis ouais mais c'est loin. C'est difficile, mais lui, c'est parce qu'il a rencontré telle personne, il a eu de la chance pour que ça. Mais moi, comment. Et je trouve que ces moments de doute, ces moments gris, méritent, je pense, d'être plus. Qu'on mette un peu plus de lumière sur des expériences en cours pour donner une autre perspective pour les porteurs de projets ou les entrepreneurs. Et toi, justement, jusqu'à maintenant, ça a été quoi les plus gros défis avec ce projet? Je dirais la charge mentale. En tant que père de famille, 2 enfants, j'étais à Paris, je gagnais plutôt bien ma vie, il y avait un certain confort. Donc, il y a forcément autour de soi une sorte d'incompréhension. Et donc, du coup, ça te met une sorte de pression et il faut savoir s'en détacher, surtout quand tu es aussi dans un projet qui prend du temps, qui a besoin de financement, qui ne se fait pas Et donc, dans le regard de certaines personnes, ils t'ont vu l'année dernière et l'année d'avant, toujours plus ou moins sur le
la même étape. Voilà, donc, je dirais la charge mentale liée à tout cela, l'incertitude quand on a une famille, ça c'est clair. Et le fait d'accepter que pendant cette période où tu as choisi de faire cette transition, les choses vont être moins confortables à tous les niveaux. Financièrement, ça va être moins confortable. Socialement, ça va être moins confortable. Il faut accepter cela. Et ça vient aussi challenger ton implication et celle de tous ceux et celles qui font partie de l'équipe ou du projet. Donc je dirais ça. Je dirais c'est une des choses qui sont les plus, disons, les plus dures ou celles qui t'apprennent plus de choses. Et comment tu fais alors? Tu médites, tu pries, tu lèves les yeux au ciel, tu regardes les montagnes et tu te dis, c'est évident qu'il y a une sagesse derrière tout ça. Et donc cette sagesse-là, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Et quand ça sera le moment, ça sera le moment. Donc se répéter ça comme une sorte de mantra pour savoir que quand il y a quelque chose, quand quelque chose arrive à maturité et que c'est le bon moment pour qu'elle se fasse, ben c'est même pas la maturité, je dirais même, c'est juste que dans le schéma global, c'est le moment pour que ce pion-là bouge de là à là. Et donc, du coup, ça se fait. Et limite, parfois, tu sais même pas pourquoi. Je dis, mais ça fait 1 an que j'essaye de faire ça comme ça. Et et puis, il suffit juste que, tac, un autre truc, ça passe comme ça. Et puis, ce problème a disparu et le truc est réglé. Si c'était si simple, pourquoi ça s'est pas fait depuis le début? C'est que c'était pas le moment. Il y a un bon moment pour tout. Ouais. Et oui, tu es à la fois acteur et observateur de cette création. Et le tout, c'est de trouver ce fameux endroit, la jauge, où mettre la jauge entre. Parce que souvent, ce genre de discours, parfois, il est mal compris dans le sens où il ne faut rien faire. Il faut juste s'asseoir, il ne faut rien faire parce que tout est réglé, machin. Non, il faut faire, mais il faut se détacher du résultat. C'est-à-dire que tu fais pour la beauté du chemin lui-même, avec détachement, et essayer et de voir le plaisir que tu as pendant la construction. Le plaisir aussi que tu as de gérer les difficultés liées à tel souci sur le chantier. Et toutes les personnes qui nous écoutent et qui se sont déjà attelés à la construction ou touchés ou mis le doigt dans la construction, que ce soit d'une maison, d'un immeuble ou de quoi que ce soit, savent que c'est un parcours très particulier, la construction. Tu touches à tout, tu as des problèmes à la fois au niveau humain, au niveau financier, au niveau technique, au niveau administratif. C'est un truc de dingue. Donc c'est vraiment une bonne école pour travailler à la fois le lâcher-prise, l'implication et les raisons pour lesquelles tu fais les choses. Parce que si tu fais ça uniquement pour gagner de l'argent, c'est pas suffisant. Moi, en tout cas, personnellement, c'est pas suffisant pour faire face à tous ces challenges si c'est uniquement pour de l'argent à la sortie. Et trouver, comme je te disais, cet endroit où à la fois tu te laisses porter par cette intelligence divine qui est là, et en même temps se mettre en disponibilité et travailler. Et je trouve que la solution, c'est plutôt de se concentrer sur ce que tu as à faire aujourd'hui et d'essayer d'y trouver du plaisir. Quand je sors d'ici et je vais vers le chantier, et ça dure 1h15 pour arriver sur le chantier, c'est pas la première, ni la deuxième, ni la 15e fois que je le fais. Je l'ai fait des dizaines de fois. Tu essayes de ne jamais t'habituer à la beauté de cette route. Pendant que tu marches cette route, c'est comme si c'est la première fois. Tu essaies de prendre du plaisir, à regarder, prendre le temps, juste à t'accoutumer, à prendre le temps de voir cet arbre, de voir cette fleur, de t'arrêter, de prendre du plaisir en marchant vers ton objectif. En anglais, ils ont le mot flow. Ouais. C'est pas un process, mais c'est un petit, un état. peu. Ouais. Ouais, c'est un état dans lequel c'est une sorte de grâce. Est-ce que certains te prennent pour un fou? Sans transition. Tu sais, on est toujours le fou de quelqu'un. Hein.
Si tu donnes de l'espace ou tu prêtes le flanc au regard des autres, ça ne fera que compliquer les choses. Objectivement, le fait de décider de vivre dans un endroit qui soit naturel, qui soit beau, qui permet à tes enfants de grandir dans de belles conditions, de s'activer ou travailler dans la création d'un projet collectif, impactant, positif. Rêver que dans quelques années, ça puisse permettre à d'autres personnes aussi de t'emboîter le pas et de s'installer dans d'autres régions et dans d'autres villages qui ont grandement besoin de ce genre de choses. Si ça, c'est être fou, bah ouais, je suis fou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ça, moi, en tout cas, je vois que, comme je disais tout à l'heure, chaque endroit, il a ses points positifs et ses points négatifs. Ici, c'est pas le paradis. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, il y a des trucs qui sont compliqués, il y a des trucs qui sont moins confortables, c'est clair. Mais globalement, notre couple, notre famille, se porte plutôt bien. Et ça, c'est un indicateur assez fiable pour... je ne sais pas si notre famille aurait tenu les dernières années dans un milieu urbain et dans un rythme dans lequel on était, je ne suis pas sûr. Ça me fait penser à une citation qui est très connue de Krishnamurti. Peut-être tu la connais. Ouais. Enfin, je connais le mec, mais je ne connais pas. Il dit que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être adapté à une société qui est malade. Ouais. Le tout, c'est de comprendre que cette maladie, ou ce qu'on peut vraiment, en grossissant le trait, appeler une maladie, c'est une situation collective. Pendant une période de ma vie, au tout début de ma réflexion, je te disais qu'il y avait une colère et il y avait un aspect de chercher une sorte de coupable ou de responsable à la situation dans laquelle on est. Et plus tu avances, plus tu comprends qu'en fait, on est tous responsables. Chacun à son niveau, par ses choix. Tout à l'heure, comme je t'ai parlé, pourquoi j'ai dit consommateur, par ses choix de consommation, par ses choix de carrière, par ses choix dans quel projet je m'investis, qu'est-ce que je fais. On construit ensemble cette société qui est effectivement dans une période de douleur, de souffrance pour beaucoup, de tension. Et donc, à un moment donné, là aussi, on revient au fait que ce n'est pas nous qui faisons les choses se font à travers nous. On pose une intention et puis l'univers te soutient dans un chemin et t'ouvre certains trucs et puis te fait rencontrer certaines personnes et puis tu t'engages sur un chemin comme celui dans lequel on est. Et au moins, tu te réveilles le matin avec le sentiment de ne pas être, comment dire, cette sensation d'impuissance en fait. C'est ça ce qui rend les gens, je pense, très très malheureux, c'est d'assister à une situation très compliquée, à tous les niveaux, mais je parle de vraiment, c'est à l'échelle de l'humanité. Mais on a le sentiment qu'on n'y peut rien. On n'y peut rien de notre petit endroit, enfin c'est comme ça. Alors que non. Alors que non, parce que on se dit on n'y peut rien parce qu'on veut tout changer. Parce qu'on veut vraiment changer tout. Alors que c'est des petites choses. Change ce que tu manges, ce qu'il y a dans ton assiette. Ce qui est posé devant toi, ce que la vie, ce que l'univers te propose comme sujet. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour que je puisse effectivement quitter cette position dans laquelle, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais ça va vraiment dans le mauvais sens partout. Ok, bah, fais-toi à ton niveau, consomme mieux. Travaille mieux. Moi, quand j'étais petit, ma mère me disait souvent, quand j'étais avec des gamins qui étaient soit méchants ou voilà, avec qui ça se passait mal, il me dit, écoute, si ça se passe mal avec ces enfants-là, arrête de jouer avec eux. Trouve-toi d'autres copains. Il suffit parfois juste ça. Au lieu de rester dans une énergie d'opposition et de bagarre et de non, il faut faire ceci, non, il faut faire cela, machin, juste arrête de nourrir le truc, fais autrement. Mais c'est vrai que tu auras l'impression de mettre quelques gouttes sur un incendie.
Mais au moins, toi, au quotidien, pour ta santé mentale, pour ton énergie, tu fais un truc qui va dans le bon sens selon toi. Ça reste toujours très subjectif. Exact. Et au moins, voilà, tu dédies ton énergie et ton temps à quelque chose qui pour toi le mérite. Ce qui est génial dans ce processus, c'est que chaque petite action, aussi petite soit-elle, va inviter une autre petite action et puis encore une autre. Ouais, Et au final, tu vas beaucoup plus loin que ce que tu aurais imaginé dans ce process. ouais. Et à la limite, il faut même pas s'attendre à ce que ta petite chose initie une autre petite chose et que ça fasse effet Ouais, boule juste de fais neige. là. C'est juste aujourd'hui à quoi j'ai envie de passer ma journée. Et du moment que tu arrives à réussir à trouver un endroit ou un projet ou quelque chose ou une idée, que ce soit en ville dans la ruralité ou peu importe l'endroit, c'est le plus important. C'est le plus important. Où est-ce que je mets mon énergie Ouais, où est-ce que je mets aujourd'hui? mon temps et mon énergie? Et après, le résultat, de toute façon, il n'est pas entre tes mains. Le résultat dépend de tellement d'autres facteurs. Parce que ce que toi, tu penses être bien pour ce village, par exemple, si ça se trouve, dans une vision, dans une vue un peu plus globale, ça ne va pas faire du bien à ce village. Ça va détruire quelque chose. On ne sait pas, ouais. Tu sais pas. Et donc, du coup, toi, armé de toutes les bonnes intentions du monde, tu n'es pas en mesure de savoir si ce que tu fais va forcément dans le bon sens. C'est pour ça qu'il faut que tu acceptes le temps des choses. Tu fais, tant que tu peux avancer, avance. Si c'est le moment pour que ça ne se fasse pas, t'inquiète pas, ça ne va pas se faire. Tu auras beau essayer, mais si tu continues à avancer, tu vois bien que les choses continuent à avancer, mais ça avance à un rythme qui est plus lent que ce que toi tu espères, comprends que ça rentre dans un équilibre qui te dépasse et que c'est juste pas le moment et que ça arrivera au moment où c'est peut-être même pas toi. Hein. Si ça se trouve, moi demain j'ai une crise cardiaque, je meurs. C'est peut-être pas moi qui va finir le chantier de Inna Ecology. Qui sait? On ne sait rien. Voilà, et tant mieux. Moi, ce que j'aimerais, parce que voilà, je suis venu ici te rencontrer, j'ai vu le projet, Ouais. j'ai vu cet environnement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos abonnés pour leur faire comprendre qu'ils peuvent participer, qu'ils peuvent contribuer et que leur petit geste va permettre à ce projet de continuer? Exactement ce que tu viens de dire. Tu l'as très très bien dit. Non, mais pour revenir à l'idée des jouets, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je sais que beaucoup de personnes, surtout aussi depuis le séisme aussi, ça a permis à beaucoup de personnes de découvrir les conditions dans lesquelles vivent un certain nombre de citoyens marocains et dans ces parties du Haut Atlas. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent s'impliquer, qui souhaitent faire des choses. Ils savent pas quoi faire aussi. Ils ne savent pas comment. Il y a, alhamdoulilah, aujourd'hui beaucoup d'associations, beaucoup de structures qui font un travail extraordinaire. Parfois, on ne les connaît pas. Il y a très peu de lumière sur elles, alors qu'elles travaillent avec des centaines et des centaines de personnes et qui font un travail extraordinaire. Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Il faut vraiment se rendre compte que c'est un chantier global, c'est un chantier national auquel, que tu sois un chef d'entreprise, un jeune étudiant, une mère de famille, un cadre, un employé de bureau, peu importe ton activité, peu importe ta notoriété, tu peux faire quelque chose de l'endroit où tu es. Nous, en réfléchissant à notre niveau, on s'est dit, nous, on s'investit dans la création d'un lieu comme celui-là, qui allie tourisme et développement et culture, et art, et préservation du patrimoine, tous ces sujets sont imbriqués les uns dans les autres. Et vu qu'on n'est pas seul à rêver de cela, on invite les personnes qui souhaitent nous emboîter le pas, qui souhaitent participer, qui souhaitent aussi participer de façon pérenne. Parce que souvent, au regard des besoins, une grande partie des actions qui sont faites aussi pour apporter des réponses ponctuelles à des besoins ponctuels. Et donc l'année prochaine, ça va être aussi la même situation. Et donc l'idée, c'est de créer des outils de développement local.
Ça existe aujourd'hui de plus en plus. Toutes ces campagnes qui existent, tous ces programmes d'accompagnement, c'est un peu ça derrière. L'idée derrière, c'est de créer une dynamique qui soit localement pérenne, économiquement, et qui peut suffire et qui suffira à développer et à répondre aux besoins des habitants, surtout quand on voit la richesse et la beauté de ces régions-là. C'est des régions qui ont un potentiel énorme, qu'il soit un potentiel en matière touristique ou en matière d'accueil, ou aussi de production et de développement des produits du terroir et des produits naturels. Les besoins aujourd'hui qu'on a, tout le monde cherche de plus en plus à avoir une nutrition plus saine, à manger mieux, à manger des produits sains. Et donc, c'est dans ces régions-là qu'on fait ça. Donc, ce que je dirais à toute la communauté qui suit ta chaîne, que nous serons très, très heureux de répondre à leurs questions, parce que j'imagine que quand on fait un podcast comme celui-là, on évoque beaucoup de sujets, on ne rentre pas dans le détail de chaque sujet, mais ça donne déjà une petite idée du projet. Mais derrière, on est à leur écoute pour répondre à leurs éventuelles questions, à leur présenter le projet de façon un peu plus détaillée, à les accueillir ici, parce qu'on a des partenaires, même si on n'a pas encore terminé le chantier, on a des partenaires locaux, des gîtes qui existent déjà, qui fonctionnent déjà, chez qui on peut recevoir des personnes pour faire visiter le chantier, pour les rencontrer. Et leur dire que marhaba bihom parmi le Jouad, ils sont les bienvenus parmi les Jouad. On a à peu près sur les 700 nuits, il y a à peu près 250 nuits qui ont déjà trouvé preneur. Donc on a encore à peu près 500 nuits qui seront suffisants pour terminer le chantier et ouvrir le plus vite possible. Donc si 500 abonnés prennent une nuit, voilà. On est bon. Si 500 abonnés prenaient chacun une nuit, on aura atteint notre objectif financier. Mais encore une fois, on les a appelés le Jouad parce qu'ils apparaissent quand ils ont envie d'apparaître. Et encore une fois, quand c'est le moment, j'aime beaucoup l'idée de faire ce podcast parce que ça permet effectivement de lancer cet appel, de dire qu'on existe, et puis libre à chacun de faire de cela ce qu'il a envie. Et puis, je trouve aussi que la proposition est intéressante dans le sens où il y a quand même ce lien grâce à ces nuitées qui est établi. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des nuitées qui m'ont dit moi je pense peut-être que je vais venir une fois, peut-être que je ne vais pas venir même, mais c'est ma façon de participer et d'aider à ce que le projet puisse voir le jour. Mais moi je leur dis mais essayez de venir. Et vous verrez quand vous allez venir la première fois, ça va devenir le voyage annuel dont vous avez carrément envie et besoin de se retrouver dans un espace comme celui-là, faire une petite marche, se poser pendant une demi-heure, une heure devant juste un arbre, le voir bouger. C'est des moments vraiment extraordinaires. Hein. C'est des vrais cadeaux qu'on s'offre quand on arrive à s'extraire quelques jours, une semaine dans un espace comme celui-là. On a une connexion Internet, donc ils peuvent même travailler depuis les collèges. Là aussi, c'est peut-être un message pour les digital nomades qui font partie de ta communauté. Le fait de venir se poser pendant un mois dans un endroit comme celui-là, ça a des impacts profonds. C'est un bon lieu, surtout pour déconnecter aussi ouais. de tout le quotidien. Pour ceux qui sont déjà convaincus, ils veulent passer à l'action, comment ça se passe? Il y a un truc sur ton site? Oui, sur le site Internet, il y a un petit formulaire dans lequel les personnes peuvent mettre leurs informations, poser leurs questions. On a quand même une section dans laquelle on a mis une FAQ avec les questions les plus souvent qu'on nous pose le plus souvent. Le témoignage de plusieurs des Jouad qui ont déjà fait le pas, donc ça permet déjà de voir les raisons pour lesquelles ils ont rejoint l'aventure. Et puis, il y a notre contact, que ce soit sur la page Instagram ou le numéro de téléphone qu'il y a sur le site Internet. On pourrait peut-être même le mettre dans la description. Ils peuvent nous passer un coup de fil, nous envoyer un email, un message, et puis on échange, on discute. Comme je disais tout à l'heure, on peut les recevoir ici sur place. Et une fois que ces 700 nuitées seront parties, ouais. Ça veut dire qu'on ne pourra plus financer? Ouais. Ça sera, du coup, nous, notre besoin en financement sera clos, puisqu'on aura de quoi effectivement ouvrir et terminer le chantier. Mais à moyen et long terme, l'idée peut-être, c'est que
Dans un deuxième temps, une fois Inna Ecolodge trouvera son rythme de croisière, on pourrait peut-être aider ou travailler avec un autre couple comme le nôtre dans un autre village et essayer de capitaliser sur ce qu'on a fait, nous, pour la création de Inna Ecolodge, pour les accompagner dans la création d'un lieu comme celui-là et peut-être lancer une autre campagne de crowdfunding typique pour ce lieu-là. Mais encore, c'est vraiment dans le futur. Donc, une fois les 700 nuitées seront terminées, oui, il y aura plus, on pourra toujours venir chez Inna Ecolodge, mais en tant que payant dans les 70% qui restent de la capacité du lieu pour profiter de l'endroit, du village, faire les activités dont on a parlé et découvrir la vallée. Oui. J'espère que je viendrai avec un groupe aussi. Marhaba, oui, ça serait super. Ça serait super. Des membres de la formation, par exemple. Oui, c'est un endroit qui est pensé aussi pour ça. On a un lobby qu'on a fait exprès un peu grand pour permettre aussi, lorsque on reçoit des groupes, ça peut être des résidences artistiques, ça peut être des entreprises, ça peut être des thérapeutes, ça peut être et qui ont besoin d'un espace pour faire des ateliers, pour faire des activités. Donc on a pensé à ça. Et effectivement, le fait de se retrouver avec une communauté, par exemple, d'entrepreneurs ou de personnes qui sont un peu sur le retour vers le Maroc, ou soit ils ont déjà fait la démarche, ou c'est en cours, un voyage comme celui-là, une sorte d'immersion, ça peut faire à la fois du bien et faire avancer la réflexion. Ouais. Comment tu as fait au début pour communiquer, pour trouver Alors, les 250 nuitées qui ont déjà trouvé preneur, c'est essentiellement des amis, quelques personnes de la famille, des personnes et c'est très drôle la façon avec laquelle ces jouets apparaissent les uns après les autres. C'est des recommandations des personnes qui font partie des jouets, qui ont transmis l'information à une autre personne et ça a résonné chez elle. Chez certaines personnes, ça ne résonne pas. Chez d'autres, c'est très drôle parce que chacun, dans cette idée des jouets, il y projette aussi sa propre vision. Donc ça s'est passé un peu de bouche à oreille. Ça s'est passé dans le cercle des connaissances, des gens qu'on connaît. Et certes, c'est un parcours plus long, mais il est plus intéressant et il amène des personnes avec lesquelles on est plus ou moins déjà sur la même longueur d'onde. Et ça constitue un groupe plutôt chouette où dedans, aujourd'hui, il y a quelques artistes, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens, des médecins, il y a des architectes, il y a des personnes vraiment qui viennent d'un peu partout. Et c'est extraordinaire parce que je vois déjà ce que toutes ces personnes-là peuvent à long terme, à moyen et long terme, apporter et faire dans le village. Parce que la première étape, certes, c'est le fait de faire partie des jouets, de prendre des nuitées, de venir, de profiter. Mais je pense qu'au bout du premier et deuxième séjour, il y a des vrais liens qui vont commencer à naître avec les habitants du village ou des villages voisins. Et peut-être que ça sera l'occasion à des projets de naître. Si demain, par exemple, avec Saïd, ou avec Mahfoud, ou avec Fatima, ou avec Khadija, enfin toutes les personnes qui aujourd'hui gravitent déjà autour de Inna Ecolodge, il y a d'autres trucs qu'on peut faire ensemble. On peut faire de l'apiculture, on peut faire de l'agriculture biologique, on peut faire de la confiture, de la compote, des tapis, de la formation, ouais. Et ça aussi, j'aime. De temps en temps, ça me fait plaisir de me projeter, de l'imaginer. Mais en même temps, j'aimerais le laisser de façon la plus organique possible. Comme ça, les personnes qui arrivent ont aussi de l'espace pour proposer. Pour dire, ouais, mais moi, je pensais à ça, ça serait bien de faire ça, ça ferait bien de faire un atelier autour, je sais pas moi, de la communication non violente, par exemple, avec les enfants ou avec les parents, faire une semaine autour de l'initiation à l'outil informatique et à la programmation. Voilà, c'est des idées comme ça que j'ai en tête, mais la place sera donnée à toutes ces personnes-là pour qu'ils proposent des choses et puis qu'ils développent des choses avec nous, moi et Rita et l'équipe de l'Ecolodge. Notre objectif, c'est de préparer un endroit qui soit confortable, qui soit propre, qui soit accueillant. On y mange bien. Et puis après,
Les choses se font entre les hôtes et les habitants de façon naturelle et c'est le mieux. C'est comme un bébé, il va grandir. Comme il Je ne sais grandira. pas dans quelle direction. Ouais. Voilà. Et je vais en profiter aussi comme tu l'as fait et que j'ai rarement aussi des entrepreneurs avec la casquette coopérative. Mhm. Comment est-ce qu'on crée une coopérative au Maroc? Comment ça s'est passé pour toi? Pour créer une coopérative, donc il y a un certain nombre de démarches qui commencent par la dénomination, le fait de choisir le nom et d'aller dans une agence spécialisée pour déposer le nom et on a l'aval, comme quoi le nom est disponible. Et de là commencent les déclarations de la coopérative aux différentes administrations. C'est comme la création d'une entreprise, il faut passer au fisc, il faut passer à la commune, il faut passer à toutes ces étapes-là. Il faut être 5 personnes minimum pour créer une coopérative au Maroc. Ça peut être une coopérative de produits comme ça peut être une coopérative de services. Nous, on est une coopérative touristique. Donc ça existe aujourd'hui, il y a plein de coopératives au Maroc, des coopératives touristiques. Bon, ça passe aussi par le fait d'ouvrir un compte. Là, encore une fois, c'est le CRI, le Centre régional d'investissement. Lorsqu'on a besoin d'autorisation, tout ça, c'est vraiment là où tout est centralisé. Ils t'orientent vers Ils différents. t'orientent, Ouais. ils t'accompagnent, et ils font une réunion hebdomadaire avec toutes les administrations en présence du porteur du projet pour pouvoir balayer toutes les questions d'un coup. Et ça, c'est génial. Ça permet vraiment en toute transparence avec tout le monde, de dire oui, mais ça, il y a un problème, comment tu comptes le régler, comment tu vas faire ceci, comment tu vas faire cela. Et on répond à tout le monde et ça permet une clarté. Donc voilà, donc il faut faire les statuts, il faut avoir un comptable. C'est assez similaire à une SARL, on dirait. Ouais. Ouais, c'est un autre statut, mais ouais, mais il y a toutes les démarches administratives à faire. Ça prend, allez, entre 15 jours, un mois, un truc comme ça. Je n'ai pas le souvenir exact parce que c'était en 2022 quand même, ça fait 3 ans. Exactement combien de semaines ça m'a pris de la première démarche à la dernière, je n'en ai pas le souvenir, mais ça n'a pas été très long la création. C'est après quand tu as besoin d'autorisation et selon quelle autorisation dont tu as besoin et quelles sont les contraintes que tu as par rapport à l'autorisation, c'est ça qui risque de prendre un peu de temps. Mais la création en elle-même, ça passe assez vite. Et il y a l'aspect terrain aussi. Ouais. Toi, c'est une location long terme, c'est ça? Exactement, c'est une location à longue durée, c'est comme un bail amphithéotique, mais on ne peut pas faire 99 ans parce qu'il faut que l'État soit parti dans une des deux parties pour qu'on puisse faire un contrat aussi long que 99 ans. Donc on est limité à 50 ans lorsque il y a deux particuliers ou une entreprise, voilà. Mais tout ça, bien évidemment, ça peut changer, ça peut bouger, ça peut être. En tout cas, nous, on a décidé que le terrain continue à appartenir aux habitants du village. Donc, la personne qui fait partie de la coopérative, qui a intégré la coopérative en tant que membre, loue le terrain à la coopérative pour une durée de 50 ans. Et pour sécuriser cette location, à la fin des 50 ans, si les ayants droit ne souhaitent pas renouveler le contrat avec la coopérative, ils s'engagent à payer la totalité de l'investissement. C'est ce qui permet un peu de sécuriser la coopérative dans l'avancement, même si on parle dans 50 ans. Hein. C'est un truc dans 50 ans. Mais ça permet à la fois d'avoir un cadre juridique clair avec le propriétaire du terrain. Et surtout, ça permet au terrain de continuer à appartenir à quelqu'un du village, à un enfant du village. Parce que ce genre de projet, ça ne se fait pas si ça se fait en dehors de la cohésion et de l'acceptation du village et qu'il soit vraiment partie prenante dans le projet. Et ça amène aussi à la question de je vais mourir. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Tu vois, comment le projet va continuer à vivre sans moi? Ouais. Je sais pas si... Ben, si, mais même sans mourir. Hein, même sans mourir. L'idée, c'est que dès maintenant, on travaille sur le fait de faire monter en compétence
un certain nombre de personnes qui aujourd'hui déjà participent soit au chantier, soit lorsqu'on a quelques personnes qu'on accueille, où on a besoin d'un guide local ou d'une personne qui va nous faire un repas. Ça permet déjà de détecter les potentiels et les personnes qui souhaitent s'impliquer de plus en plus. Et au fur et à mesure, au regard de leur implication, on fait monter en compétence un certain nombre de personnes. Et l'idée, c'est que assez rapidement, le lieu puisse ne pas dépendre uniquement de moi ou de Rita pour fonctionner. Parce que c'est vrai qu'on est encore dans cette période où la coopérative, c'est encore une sorte de bébé. Donc il a besoin un peu de parents, d'être protégés, voilà. Mais petit à petit, il faut faire monter en compétence d'autres personnes qui vont prendre le relais. Parce que moi, ma fille, elle a 13 ans, Rim, elle a 13 ans, Shadi, il a 6 ans. Dans quelques années, ils pourront peut-être faire le choix de quitter la vallée, d'aller même quitter le Maroc, de revenir en France pour... Rim déjà commence à me dire que moi, j'aimerais après le bac aller en France, terminer mes études là-bas. Voilà, donc on en parle déjà. Donc dans quelques années, rien n'est figé dans le sens où on peut très bien... une fois le lieu et la coopérative sera pérenne, fonctionne, les process sont clairs, le fonctionnement est rodé. En même temps, c'est une petite structure, c'est 7 chambres, c'est 23 personnes, 24 personnes maximum. Ce n'est pas un gros truc, mais quand même, il y a quand même des process, il y a quand même une façon de faire, un niveau de qualité qu'on souhaite proposer. Et donc, une fois on sera sécurisé par les autres membres de l'équipe, voilà, peut-être qu'on prendra un peu plus de distance, peut-être qu'on ira ailleurs, peut-être qu'on fera d'autres projets, peut-être qu'on viendra de temps en temps, ou on restera, et le moment où on va quitter cette terre, le relais sera tout naturellement repris derrière par les autres membres de la coopérative. Aujourd'hui, on est 5 dans la coopérative, mais rien n'est dit que dans 5-6 ans, on ne soit pas 10, 12, 13 personnes qui gravitent autour de la coopérative, parce qu'il y a l'activité touristique, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un volet de développement des produits locaux, des produits agricoles. Sur le terrain, il y a à peu près 2 hectares qu'on aimerait, dans un deuxième temps, dédier à une forêt permacole, dans laquelle on souhaite développer et mettre à contribution les habitants dans l'entretien de la maison et dans la valorisation des produits de cette forêt. Donc c'est toute une autre activité dans laquelle d'autres membres pourraient s'épanouir et travailler. Donc depuis le début, j'essaye, certes c'est une période dans laquelle je suis très présent, mais l'idéal c'est que dans quelques années, on puisse prendre du retrait et laisser d'autres personnes s'occuper de la machine, oui. Je te posais la question parce que ça fait peur parfois de louer un terrain pour 30 ans, 50 ans, tu vois. Ouais. Et ce qui est logique, hein, puisque c'est une très longue période. Ouais. Après, c'est encore une fois, hein, personne ne sait ce qui va arriver dans l'instant même. Après ce mot-là, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais on prend quand même... On est amené à prendre des actions, à faire des choses de façon détachée au résultat. Donc aujourd'hui, on se dit pour la pérennité de la coopérative, il faut qu'il y ait un terrain, il faut qu'il y ait un cadre juridique à ce terrain. Le fait que le terrain continue à appartenir à quelqu'un du village, c'est quelque chose d'important pour la coopérative, pour le village et pour le fonctionnement de la coopérative. Et puis, dans 50 ans, on verra, hein. Rendez-vous dans 50 ans. Rendez-vous dans 50 ans. Si on est encore là. On fera un autre podcast, on parlera comme J'espère ça. avant. Hein. Le point. Alors, ce projet, où en es-tu? Je suis en train de construire. 50 ans après, ouais, j'ai presque fini de construire. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais finir mes jours dans un milieu naturel comme ça. Ouais. Ouais. Enfin, pourquoi finir? Bah ouais, c'est déjà le cas en fait. Ouais. Parce que souvent, ça c'est une idée, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la déconnexion. Souvent, on pense qu'il y a une opposition entre des endroits comme ceux-là, calmes, sereins,
et l'ambiance du travail, de l'énergie, et je trouve que c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, au lieu d'être dans cette énergie totalement folle pendant plusieurs mois et essayer de se reposer pendant juste un jour et demi qui est le week-end ou pendant les congés, c'est pas forcément très, très, très efficace. Le tout, c'est de pouvoir continuer à travailler, mais dans un rythme dans lequel on se sent bien et on est bien. Aujourd'hui, franchement, avec le développement de la technologie, le confinement qu'on a connu, le télétravail, tout ça, je pense, pousse les gens à repenser leur rapport au travail et repenser leur rapport à l'endroit dans lequel on travaille, au bureau, typiquement. Et ce n'est pas forcément le schéma unique dans lequel on est productif et dans lequel on travaille. Je pense même qu'on est beaucoup plus productif si, par exemple, si on a un travail qui ne nécessite pas forcément qu'on soit tous les jours et l'essentiel de notre travail, il est sur notre ordi, rien n'empêche de venir faire ce travail pendant 15-20 jours depuis un endroit comme celui-là ou un autre endroit comme celui-là, en bord de mer ou ailleurs. Et ça permet d'avoir un sentiment, en tout cas un bien-être continu. Et aussi, est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu es passionné? C'est aussi une autre question. Ouais, ça c'est une question vraiment cruciale parce que on passe l'essentiel quand même de notre temps à travailler. Et donc, une des grandes questions, je pense, qui est en train d'être posée à l'humanité là pendant cette période, c'est qu'est-ce qu'on fait du travail avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec l'arrivée de tous ces outils qui nous vont nous pousser à vraiment repenser le travail. Je pense qu'on aura beaucoup de temps libre. Repenser l'humanité. Je pense qu'on aura beaucoup de temps libre et tant mieux. Ça va être peut-être, c'est une période compliquée parce que beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas où est-ce qu'on va, il y aura tant d'adaptations, c'est pas évident. Mais un des résultats, je pense, c'est que on disposera de beaucoup plus de temps pour faire des choses qui nous tiennent plus à cœur et qui des choses qui nous parlent plus, qui nous font raisonner plus, qui résonnent en nous plus. Et à ce moment-là, rien n'est dit que ce truc qui te passionne ne soit pas rémunérateur. C'est ça. Et rien n'est dit que ce truc qui te passionne ne te permette peut-être pas de vivre mieux, peut-être avec moins, peut-être tu vas gagner moins, mais tu vas être plus confortable. Et c'est ça le paradoxe du truc. Et tu seras aligné. Et tu seras aligné, et tu respireras mieux, et tu te réveilleras plus souriant. Ton rapport aux autres a tendance à changer aussi, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ce rythme nous impacte nos relations, impacte notre vision, impacte notre santé, impacte tout. Et il y a beaucoup de couples ou de familles qui sont en douleur et en souffrance, non pas parce que les époux ne se comprennent pas, mais parce que les époux, les deux, sont mis sous pression, sont mis dans un tel état de tension que la rencontre avec l'autre devient très très compliquée, parce que nous-mêmes on est perdus. Donc du coup, notre conditionnement, tout se mélange et brouille la communication avec l'autre. Donc on peut leur dire venez ici, prenez des nuitées. Oui, venez, reposez-vous. Et ça va peut-être changer votre vie. Venez découvrir, venez marcher. Ouais. Ça aussi, j'essaie de... La marche, ouais. Personne ne peut savoir quel va être l'impact. Et là encore, moi je me détache de l'impact. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont venir ici, qui vont repartir et ils vont avoir aucun effet positif du séjour. Ils vont juste... Parce que pour eux, à ce moment-là, il n'est pas décidé pour eux que ce soit positif. Et il faut accepter ça aussi. Il y a des gens qui vont râler depuis le moment où ils vont quitter chez lui, sur le chemin, sur la route, en arrivant, en découvrant sa chambre, en découvrant ce qu'il a à manger. Ouais, c'est comme ça. Et il faut accepter. Mais la grande majorité, effectivement, des gens, c'est quand même des conditions de séjour qui sont très agréables et qui amène à un certain alignement, qui amène à un certain bien-être et même à remettre en perspective pas mal de choses. Moi, mon rêve, c'est de voir
des personnes venir ici, et puis une fois revenir, ça va peut-être bouger quelque chose dans leur approche, dans leur carrière, dans leur choix de carrière. Enfin, je sais pas moi, un chef d'entreprise qui va peut-être repenser son rapport à ses collaborateurs. Il y aura Voilà. des impacts, c'est sûr. Donc ça, pour moi, ça sera vraiment l'objectif total lorsque, à la fois, les habitants verront un impact positif sur leurs conditions de vie, mais aussi les autres, à leur retour, sentir que ce qu'ils ont vécu avait de la valeur et ça les a apaisés, ça les a permis, au-delà de se reposer, de méditer, de juste regarder, comme j'ai dit, un arbre, des fourmis marcher, D'être présent, d'être présent. simplement. Ouais. Merci pour cet échange. Merci de Bon, m'avoir merci à invité toi. chez toi aussi. Merci à toi. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Très, très heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Et puis, hâte de te recevoir pour une deuxième fois avec peut-être un groupe de personnes qui font partie de ta communauté. Et merci de me permettre de m'adresser aux personnes qui font partie de ta communauté, parce que ça fait un moment que je regarde ta chaîne et ton contenu, et je trouve que c'est vraiment, c'est ce que je te disais hier sur le chemin, c'est ce que tu fais aussi est très très utile, parce que de plus en plus de personnes réfléchissent au fait de revenir au Maroc ou ailleurs. Ça peut inspirer, je sais pas moi, quelqu'un qui veut aller au Sénégal, hein. Mais l'expérience de quelqu'un au Maroc peut l'inspirer dans son chemin sur retour vers le Sénégal. Donc c'est très très utile. Je te souhaite bon vent et bonne continuité, et merci aux personnes qui sont restées jusqu'à cet endroit, Ouais, à ce moment-là ça, c'est du les podcast. Ça, c'est les vrais. les vrais merci. Bah, si vous êtes toujours là, passez sur le site, Ouais, réservez ouais. vos nuitées et venez découvrir l'énergie d'ici, c'est incroyable. Ouais. Donc c'est innaecolodge.com, qu'on pourra mettre le lien aussi. Tout sera dans la description. Super, tu assures. Merci. Merci, au revoir. J'espère que cet échange avec Younes vous aura plu. Vous avez vu, j'ai fait beaucoup de routes pour aller le voir et je suis très heureux d'avoir découvert son projet. Je vous invite encore une fois à le soutenir dès maintenant. Et si vous en voulez plus, je vous mets le lien ici vers la playlist avec toutes les autres interviews de la chaîne. Il y en a plus de 50, donc vous trouverez forcément votre bonheur. Je vous laisse donc choisir votre prochaine interview.